La nuit où mon fils a inauguré son bar de rêve sans moi fut celle où j'ai cessé d'être le distributeur familial. Je ne le savais pas encore, évidemment. Tout ce que je savais, c'est que j'étais planté dans ma cuisine à Orléans, fixant mon téléphone, attendant une photo qui ne viendrait jamais. J'avais appelé pour poser une question simple. « Eh bien, fiston ?» dis-je quand Lucas décrocha enfin. « Alors, c'est quand l'inauguration ? Je veux être sûr d'arriver tôt pour aider à l'installation. Tu sais, essuyer les tables, prendre des photos, t'embarrasser un peu. » Il y eut un silence. J'entendis de la musique en fond, des voix, des vers qui tintaient. Puis une autre voix glissa dans la ligne, douce, sucrée, avec quelque chose de tranchant en dessous. « Salut Pierre, c'est Chloé, » dit ma belle-fille. L'inauguration, c'était hier soir. Je changeais le téléphone d'oreille. Hier soir, vous ne m'aviez pas encore donné de date. Je croyais que c'était une ouverture en douceur. Elle me coupa. Très intimiste. Seulement les personnes importantes, les investisseurs, les influenceurs locaux, quelques blogueurs, tu vois, des gens qui peuvent vraiment aider le business. Seulement les personnes importantes. Ces mots me tombèrent dessus comme un seau d'eau glacée. Pendant un instant, je crus avoir mal entendu. Je restai planté là dans ma chemise à carreaux délavée, celle que je portais quand j'avais aidé à peindre les murs du bar l'hiver dernier, agrippant le bord du comptoir si fort que mes phalanges blanchirent. Lucas ne dit pas un mot. Il était là. Je l'entendais respirer en arrière-plan. Je pouvais l'imaginer se passer la main dans les cheveux comme il le faisait gamin quand on le prenait à mentir sur une bêtise. « Les personnes importantes ?» répétai-je doucement. « Ne le prends pas personnellement, Pierre, » ajouta Chloé. « On devait juste garder ça restreint. L'espace est limité. On fera un truc en famille plus tard, d'accord ? Je dois y aller, les clients !» La ligne se coupa avant que je puisse répondre. Je restai planté au milieu de ma propre cuisine, tenant un téléphone silencieux qui soudain me parut peser 100 kilos. Dehors, les lampadaires s'allumèrent au-dessus du trottoir fissuré que j'avais déneigé pour la tournée de journaux de Lucas il y a 35 ans. Seulement les personnes importantes. Je regardais autour de moi dans ma maison, ma petite boîte en briques entièrement payée, celle que ma défunte femme Sylvie avait remplie de plaids tricotés et de photos de famille. Sur le frigo, un aimant tenait encore un dessin fané que Lucas avait fait en CE1. Lui et moi et un chien bancal, des bonshommes bâtons avec de grands sourires. Les personnes importantes. C'était moi qui avais sorti 10 000 € de ma retraite pour l'aider à signer le bail de ce bar. C'était moi qui avais cosigné le prêt professionnel parce que la banque ne faisait pas confiance à son historique de crédit. C'était moi qui avais passé des week-ends chez Leroy Merlin à acheter du bois, du joint, des luminaires. Mets ça sur ma carte, je m'en occupe. Pendant qu'eux parlaient de l'image de marque, des ambiances et de percer sur TikTok. Mais je n'étais pas assez important pour me tenir dans la salle quand ils coupettent le ruban. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je restais assis dans mon fauteuil usé, celui avec le scotch sur l'accoudoir, et fixais l'écran noir de la télé, écoutant le bourdonnement du frigo. Les souvenirs revinrent par vagues. La première fois où Lucas avait dit « Papa, si ce truc décolle, je te rembourse. » Et même plus. La première fois où Chloé m'avait embrassé la joue en m'appelant leur associé silencieux. Toutes les fois où mon virement de retraite tombait sur le compte et presque aussitôt, mon téléphone vibrait. « Salut papa, on est un peu juste sur la commande de bière ce mois-ci. »« Pierre, les frais de licence 4 étaient plus élevés que ce qu'on nous avait dit. »« Oh papa, la friteuse a lâché. On va perdre la clientèle du vendredi si on ne la répare pas. » Je trouvais toujours un moyen. J'annulais une sortie pêche. Je reportais la réparation de la terrasse arrière qui s'affaissait. J'ai vendu mon vieux Renault 4L de 68, celui avec lequel j'emmenais Lucas au foot, pour couvrir une facture d'impôt surprise pour eux, parce que c'est ce que font les pères, non ? Une semaine plus tard, presque à la minute près, mon téléphone sonna de nouveau. Cette fois, je reconnus le ton de Chloé avant même qu'elle ne dise mon nom. Le sucre avait disparu. Seul le tranchant demeurait. « Pierre, écoute, » dit-elle trop vite. « La banque a appelé. La mensualité du prêt a été rejetée. Ils menacent de nous frapper de pénalités. On pensait que tu avais déjà viré l'argent. » Je laissais les mots flotter là. Normalement, ma poitrine se serait serrée.
J'aurais attrapé mes clés, mon chéquier, mon inquiétude. Mais quelque chose en moi avait changé depuis seulement les personnes importantes. Je pris une inspiration. Chloé, dis-je, ma voix calme, presque douce. Je ne t'avais pas dit que j'aide seulement les personnes importantes? Pendant une seconde, il n'y eut rien. Pas de musique, pas de voix, pas de verre qui tinte en fond. Juste un silence si lourd que j'entendais mon propre cœur battre. Pierre, qu'est-ce que ça veut dire? Finit-elle par craquer? On se noie là. Ce bar, c'est notre avenir. Lucas est ton fils unique. Je sais, répondis-je. Et pendant les 4 dernières années, je vous ai traité comme si vous étiez le seul avenir que j'avais. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre. Ma main tremblait quand je posais le téléphone, mais ce n'était pas de la peur. C'était quelque chose d'autre, quelque chose de plus froid, de plus clair. Ce soir-là, je m'assis à ma table de cuisine, la même table où Sylvie et moi avions autrefois appris à Lucas à additionner et soustraire, et sorti ma vieille boîte métallique à clé. Relevé bancaire, papier de prêt, reçu, chaque virement que j'avais fait. Juste cette fois pour le bar. Chaque « tu nous sauves la vie, papa ». Je trouvais un bloc-notes jaune et dévissai un stylo. « Voyons voir à quel point je ne suis pas important », murmurai-je. Dépôt par dépôt, chèque par chèque, je commençai à tout additionner. Quand j'écrivis le chiffre final au bas de la page, mon café avait refroidi et mes épaules me faisaient mal. 42 600 €. C'était le prix de ne pas être une personne importante dans la vie de mon propre fils. Je me renversai en arrière, fixant le nombre jusqu'à ce qu'il devienne flou. Et pour la première fois depuis la mort de Sylvie, je pleurais. Pas les larmes discrètes et polies qu'on essuie vite, mais de profonds sanglots rageurs qui venaient de quelque part sous toutes les années de « bien sûr, fiston » et « t'inquiète pas pour ça ». Quand les larmes s'arrêtèrent enfin, le nombre sur la page était toujours là, tout comme quelque chose de nouveau en moi, une ligne, une frontière, le premier contour vague d'un homme qui en avait fini de payer pour le privilège d'être oublié. Adaptation, partie 2. Le lendemain matin, je me réveillais avant le réveil. Pendant des années, c'était l'habitude de Sylvie, pas la mienne. Elle avait l'habitude de dire « le calme avant que le monde se réveille, c'est là qu'on peut s'entendre penser ». Je n'avais jamais vraiment compris ça jusqu'à ce que je me retrouve dans ma cuisine à 6h15 du matin, fixant le bloc-notes avec ce chiffre laid en bas. 42 600 €. Dans la douce lumière jaune au-dessus de l'évier, l'encre paraissait plus sombre, plus lourde, comme si elle avait un poids. Comme si chaque euro avait laissé une empreinte digitale sur ma vie. Un loyer que j'avais couvert pour que le bar ne prenne pas de retard à un moment crucial. Un stock supplémentaire pour la période des matchs. Un nouveau système son parce que les gens ne restent pas si la musique est nulle. Papa. Tout cela creusé dans ma retraite, mes économies, la vie que Sylvie et moi avions prévue pour nous-mêmes et que nous n'avions jamais pu vivre. Mon téléphone était face contre la table. Il avait vibré de temps à autre jusqu'à presque minuit. Lucas, puis Lucas encore, puis Chloé, puis numéro inconnu. Je n'avais répondu à aucun. Ça en soi était nouveau. Pendant 4 ans, je m'étais entraîné à sauter à la première vibration. Si ton gamin a des problèmes, tu y vas. C'est automatique. Peu importe qu'il ait 8 ans et ait perdu son sac à dos ou 35 ans et ait perdu sa demande de licence 4, tu y vas. Mais ce matin-là, je me versai un café, retournai le téléphone et le regardai s'illuminer avec une nouvelle série de notifications. 5 appels manqués, 3 messages vocaux, 14 SMS. Je n'en ouvris aucun. À la place, j'ouvris mon portefeuille et sortis ma carte bancaire, celle dont Lucas avait mémorisé le numéro pour les urgences. Je savais ce que j'avais à faire. J'enfilai une chemise propre, le bon jean, pas parce que la banque se souciait de ce que je portais, mais parce que j'avais besoin de me sentir comme un homme qui avait encore un peu de respect pour lui-même, et je conduisis jusqu'à l'agence rue de la République. Le parking était presque vide. L'air avait cette fraîcheur matinale qui te fait regretter de ne pas avoir pris une veste. Je franchis les portes coulissantes et fus frappé par ce mélange familier d'encre d'imprimante, de café et de produits de nettoyage. « Bonjour, monsieur Dumont », dit la guichetière. « Je venais ici depuis 20 ans. » « Vous êtes matinal ?»« Ouais, dis-je. J'ai voulu éviter la foule. »
Elle sourit et hocha la tête vers le fond. Monsieur Ferreira est dans son bureau si vous avez besoin de quelque chose de particulier. » Je la remerciai et me dirigeai vers les bureaux. Antoine Ferreira était mon conseiller depuis que Sylvie était encore en vie. Il gérait notre compte commun, nos prêts, nos économies. Il avait signé les papiers du prêt automobile. Il connaissait mes finances mieux que moi. Quand je frappai à sa porte, il leva les yeux de son ordinateur et sourit. « Pierre, quel plaisir. Entre, qu'est-ce qui t'amène ?» Je m'assis et sortis ma carte bancaire. « J'ai besoin de bloquer cette carte, » dis-je, et de retirer Lucas Dumont en tant que bénéficiaire autorisé sur tous mes comptes. Le sourire d'Antoine s'effaça lentement. Il se redressa dans son fauteuil. « D'accord, » dit-il prudemment. « Puis-je te demander pourquoi ? » « Parce qu'il n'a plus besoin d'y avoir accès, » répondis-je simplement. Antoine hocha la tête, sortit quelques formulaires et commença à remplir les champs. « Tu es sûr de ça, Pierre ?» demanda-t-il doucement. « C'est ton fils. »« Je sais, » dis-je. « C'est justement pour ça que je dois le faire. » Il ne posa pas plus de questions. En 15 minutes, c'était fait. Ma carte était bloquée. Le nom de Lucas était retiré. Mes comptes étaient à nouveau les miens. En sortant de la banque, je sentis quelque chose de bizarre dans ma poitrine. Pas de la culpabilité, pas de la tristesse, quelque chose comme du soulagement. Ce soir-là, mon téléphone explosa. 23 appels manqués, 38 messages. La plupart de Lucas. Quelques-uns de Chloé. Les premiers étaient confus. « Papa, ma carte a été refusée. Il y a un problème avec le compte ?» Puis inquiet. « Papa, s'il te plaît, rappelle-moi. Il se passe quelque chose avec la banque ?» Puis en colère. « Tu as bloqué mon accès ? Sérieux ? On doit parler. Maintenant !» Et enfin, Chloé, froide et directe. « Pierre, je ne sais pas ce que tu essaies de prouver, mais on a des factures à payer. Rappelle-nous immédiatement. » Je ne rappelais pas. Le lendemain, ils se présentèrent chez moi. Je venais de terminer mon petit déjeuner quand j'entendis frapper à la porte, fort, insistant. J'ouvris et les trouvai là tous les deux. Lucas avait l'air fatigué. Chloé avait l'air furieuse. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» dit Lucas immédiatement. « Pourquoi tu as bloqué mon accès au compte ? Entre, dis-je calmement. » Ils entrèrent, mais ni l'un ni l'autre ne s'assit. Chloé croisa les bras. « Pierre, c'est ridicule, » dit-elle sèchement. « On a un bar à gérer. On ne peut pas fonctionner comme ça. »« Je suis au courant, » répondis-je. « Parce que j'ai vérifié. J'ai regardé chaque euro que j'ai donné. Chaque virement. Chaque chèque. Ça fait 42 600 €. » Lucas cligna des yeux. « Quoi ? 42 600 €, répétai-je lentement. C'est ce que vous m'avez coûté ces 4 dernières années, pour un bar dont je n'ai même pas été invité à l'inauguration. » Chloé ricana. « Oh, c'est donc ça, tu es vexée. » Vexée ? Je la regardai droit dans les yeux. « Non, Chloé, je suis fini. Fini d'être votre distributeur de billets. Fini d'être oublié sauf quand vous avez besoin d'argent. Fini d'être traité comme quelqu'un qui n'est pas important. » Lucas fit un pas en avant. « Papa, je suis désolé pour ça. Je ne savais pas que Chloé... » « Ne fais pas ça, » le coupai-je. « Ne mets pas ça sur elle. Tu étais là, tu as laissé faire. Tu n'as rien dit. » Il baissa les yeux. « On fera mieux, » dit-il doucement. « On te remboursera. Je te le promets. »« Non, » dis-je fermement. « Vous ne le ferez pas, parce que c'est terminé. » Chloé leva les mains, exaspérée. « Tu vas vraiment nous laisser couler ? Ton propre fils ? » « Je ne vous laisse pas couler, » répondis-je. « Je cesse de vous maintenir à flot. Il y a une différence. » Ils restèrent figés un moment. Puis Chloé tourna les talons et sortit en trombe. Lucas resta un instant de plus, me regardant comme s'il ne me reconnaissait pas. « Papa, » murmura-t-il, « je t'en prie. »« Au revoir, Lucas, » dis-je doucement. Et je fermai la porte. Les semaines qui suivirent furent étrangement calmes. Au début, Lucas appela encore. Pas tous les jours, mais assez souvent pour que je sache qu'il n'avait pas abandonné. Ses messages devinrent plus courts, plus désespérés. « Papa, on doit parler. S'il te plaît, décroche. J'ai vraiment besoin de toi. » Je ne répondis à aucun. Pas par cruauté, mais parce que, pour la première fois de ma vie,
Je comprenais que l'amour sans limite n'est pas de l'amour, c'est de l'épuisement. Et j'étais épuisé. Puis vint la lettre. Elle arriva un mardi matin, glissée dans ma boîte aux lettres par un huissier. Une enveloppe épaisse, officielle, avec le sceau d'un cabinet juridique au dos. Je l'ouvris dans ma cuisine, debout près de l'évier, et lus les premiers mots avec incrédulité. Requête en placement sous tutelle pour Pierre Dumont. Mon cœur manqua un battement. Je relus, puis encore. Les mots ne changeaient pas. Lucas et Chloé avaient déposé une demande auprès du tribunal pour me placer sous tutelle légale. Ils affirmaient que j'étais mentalement incapable, confus, instable, incapable de gérer mes propres affaires. Ils citaient mon comportement irrationnel récent, mon retrait de la famille, ma paranoïa financière. Ils demandaient un contrôle complet de mes comptes bancaires, de mes biens, de mes décisions médicales, tout. Je m'assis lourdement à la table et fixai le papier jusqu'à ce que ma vision se trouble. C'était donc ça. Quand l'argent s'était tari, ils avaient décidé de me le prendre de force. Pas avec de la gentillesse, pas avec des excuses, avec des avocats. Je ne pleurais pas cette fois, je me mis en colère. Ce soir-là, j'appelai le seul avocat que je connaissais, Maître Julien Morel, un vieil ami de Sylvie qui avait géré notre testament des années auparavant. Il m'écouta expliquer toute l'histoire sans m'interrompre une seule fois. Quand j'eus terminé, il y eut un long silence. « Pierre, dit-il finalement, sa voix grave et posée, ils essaient de te voler ta vie. Je sais. Et ils pensent que tu es trop vieux, trop faible ou trop aimant pour te battre. Je sais, répétai-je. Alors prouve-leur qu'ils ont tort, dit-il fermement. Je vais prendre ton affaire, et on va gagner. Les semaines suivantes furent un tourbillon de paperasse, de rendez-vous, d'évaluation. Maître Morel organisa un examen psychiatrique complet avec le docteur Rachel Lemoine, une gériatre réputée. Elle passa 3 heures avec moi, posant des questions sur ma mémoire, mes finances, ma santé mentale, mes relations. À la fin, elle me regarda avec quelque chose qui ressemblait à du respect. « Monsieur Dumont, dit-elle, vous êtes l'une des personnes les plus lucides que j'ai rencontrées. Il n'y a absolument rien qui justifie une tutelle. » Son rapport le confirma par écrit. Cognitif intact, aucune démence, aucun trouble mental. Pleinement capable. Maître Morel rassembla ensuite toutes les preuves. Les relevés bancaires montrant les 42 600 €. Les SMS de Lucas et Chloé réclamant de l'argent. Les témoignages de voisins affirmant que j'étais parfaitement sain d'esprit. Même mon conseiller bancaire, Antoine, accepta de témoigner en ma faveur. Mais Lucas et Chloé ne restèrent pas les bras croisés. Leur avocat, un jeune homme arrogant nommé Maître Blanchard, produisit ses propres témoins. Un voisin avec qui j'avais eu une dispute des années auparavant à propos d'une haie. Un pharmacien qui prétendait que j'avais l'air confus lors de ma dernière visite. Même un prétendu rapport médical suggérant des signes précoces de déclin cognitif. Tout était fabriqué. Tout était du mensonge. Mais c'était convaincant. Le jour de l'audience arriva. Je mis mon costume, celui que je n'avais pas porté depuis les funérailles de Sylvie, et me rendis au tribunal de grande instance. La salle d'audience était froide, impersonnelle, avec des rangées de bancs en bois et une grande estrade pour la juge. Lucas et Chloé étaient déjà là, assis avec Maître Blanchard, l'air sérieux, presque triste, comme s'ils jouaient le rôle de la famille inquiète. Ça me donna envie de vomir. La juge Dupuis entra, une femme dans la cinquantaine aux cheveux gris et au regard perçant. Elle s'assit, ajusta ses lunettes et commença. Nous sommes ici pour examiner la requête en tutelle déposée par Lucas Dumont et Chloé Arnaud concernant Pierre Dumont. Elle se tourna vers moi. « Monsieur Dumont, comment allez-vous aujourd'hui ?»« Bien, madame la juge, » répondis-je calmement. « Très bien même. » Elle hocha la tête. « Bien, commençons. » Maître Blanchard parla en premier. Il dressa un portrait de moi comme d'un vieil homme confus, isolé, irrationnel. Il cita mon retrait soudain de la famille, mon refus inexpliqué d'aider financièrement mon fils, mes prétendus oublis et comportements étranges. « Monsieur Dumont est clairement en déclin, » dit-il avec une fausse sollicitude. Sa famille craint pour sa sécurité et son bien-être.
Il ne demande qu'à le protéger. Maître Morel se leva pour répondre. Il était calme, méthodique, dévastateur. « Votre honneur, dit-il, ce que vous voyez ici n'est pas de la protection. C'est de l'exploitation. Monsieur Dumont n'est pas confus. Il est lucide. Il n'est pas isolé. Il a choisi de se protéger d'une relation toxique. Et son soi-disant comportement irrationnel, c'est simplement un homme qui a dit non pour la première fois de sa vie. » Il présenta ensuite les preuves. Les 42 600 € de virement, les messages incessants réclamant de l'argent, le fait que j'avais été exclu de l'inauguration du bar que j'avais financé. « Votre honneur, continua Maître Morel, Lucas et Chloé Dumont ne cherchent pas à protéger cet homme, ils cherchent à contrôler son argent. » Puis vinrent les témoins. Lucas parla en premier. Il jura aimer profondément son père. Il simula l'inquiétude. Il mentit avec une aisance qui me retourna l'estomac. « Papa n'est plus lui-même, » dit-il en baissant la voix. Il oublie des choses. Il réagit de manière excessive. Il refuse l'aide. On veut juste le protéger. Me protéger. Il ne pouvait même pas le dire sans cligner des yeux trop souvent. Chloé témoigna ensuite, la voix tremblante comme si elle s'était exercée devant le miroir de sa voiture. « Il nous a dit que l'inauguration du bar était maudite, » dit-elle de manière dramatique. Il a dit que les gens complotaient contre lui. Un mensonge, clair comme de l'eau de roche. Mais la juge ne réagit pas. Elle nota simplement quelque chose. Puis ils produisirent leurs témoins. Monsieur Girard, le voisin qui me détestait, prétendit que je criais sur des fantômes et me parlais à moi-même dans le jardin. Il omit de mentionner les hommes qui essayaient de couper mon gaz. Le pharmacien admit avoir signé quelque chose sans le lire complètement, mais l'avocat de Chloé tordit ses mots de toute façon. Tout n'était que fumée. Mais la fumée peut étouffer si personne ne souffle assez fort. Quand ils eurent terminé, Lucas avait l'air suffisant. Chloé avait l'air triomphante. Maître Morel se leva. « Votre honneur, » dit-il calmement. La défense appelle le docteur Rachel Lemoine. Le docteur Lemoine s'avança comme une femme menant un peloton d'exécution. Son témoignage fut simple, dévastateur et définitif. Monsieur Dumont est cognitivement sain, émotionnellement stable et pleinement capable de gérer ses affaires. Je n'ai aucune inquiétude concernant une démence, une confusion ou un déclin mental. Lucas se raidit. Chloé cligna rapidement des yeux. Leur avocat bougea sur son siège. Puis vint l'inspecteur Rocher. Il témoigna sur la visite de contrôle, l'état calme de ma maison, ma coopération, ma clarté, puis le clou du cercueil. Nous avons reçu un rapport fabriqué sur l'état de Monsieur Dumont. Il ne correspondait pas à la réalité. Ensuite, le représentant des services publics confirma l'ordre de coupure frauduleux. Puis le directeur de banque témoigna que toutes les actions financières erratiques venaient de Lucas et Chloé, pas de moi. Madame Delorme parla en dernier. Elle n'était pas dramatique. Elle n'était pas émotionnelle. Elle n'avait pas répété. Elle était simplement honnête. Votre honneur, Pierre est l'une des personnes les plus capables que j'ai jamais connues. Et pendant des années, son fils l'a traité comme une carte bancaire avec un battement de cœur. Un frémissement parcourut la salle d'audience. Même la juge leva les yeux à cela. Finalement, ce fut mon tour. Je marchais vers la barre lentement, sentant chaque année de ma vie, mais pas avec faiblesse, avec du poids, avec un but. Je dis la vérité sur le bar, sur l'inauguration, sur l'argent, sur les avocats, sur les mensonges, sur les menaces, sur l'humiliation, sur l'amour qui ne fut jamais rendu. Quand j'eus terminé, la juge croisa les mains et dit « Merci, Monsieur Dumont ». Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'eus l'impression que quelqu'un en position d'autorité m'avait réellement entendu, compris, vu, non pas comme un fardeau, non pas comme un portefeuille, non pas comme un vieil homme confus, mais comme une personne, un père, un homme reprenant sa vie. Alors que je descendais de la barre, je captai un aperçu de Lucas. Pour la première fois, il avait l'air effrayé. Il aurait dû l'être parce que je n'avais pas encore terminé. Quand les témoignages prirent fin, la salle d'audience tomba dans un silence si lourd qu'on aurait dit que l'air lui-même retenait son souffle. La juge Dupuis ajusta ses lunettes, feuilleta la pile de papier devant elle et prit un long moment pour examiner ses notes.
J'étais assis à côté de Maître Morel, les mains serrées sur mes genoux. De l'autre côté de l'allée, Lucas tambourinait ses doigts contre son pantalon, tandis que Chloé chuchotait frénétiquement à leur avocat. Ils n'avaient plus l'air confiants, ils avaient l'air acculés. La juge Dupuis finit par parler. « Avant de rendre ma décision, dit-elle, je veux clarifier quelque chose de très précis. » Ses yeux se levèrent, tranchant comme une lame. Ce tribunal prend les requêtes en tutelle extrêmement au sérieux. Elles privent un adulte de ses droits. Elles transfèrent l'autonomie. Elles sont destinées aux personnes qui ne peuvent, en aucune circonstance raisonnable, prendre soin d'elles-mêmes. Elle fit une pause. Son silence était chirurgical. « Et ce que j'ai vu ici aujourd'hui, dit-elle, n'est pas cela. » La mâchoire de Chloé se contracta. Lucas cessa totalement de bouger. La juge Dupuis continua. « J'ai examiné l'évaluation psychiatrique fournie par le docteur Lemoine. J'ai examiné les déclarations des forces de l'ordre, de la banque, de la compagnie des services publics et des voisins. J'ai examiné la requête déposée par les demandeurs. » Elle souleva l'épais dossier que Lucas et Chloé avaient soumis, celui plein de mensonges, et le posa avec un bruit sourd. « Je ne trouve aucune preuve, dit-elle lentement, de déclin cognitif, de capacité diminuée ou de mauvaise gestion financière de la part de M. Dumont. » J'exhalai avec tremblement. Elle n'avait pas terminé. « Ce que je vois, dit-elle, sa voix se durcissant, c'est un schéma troublant de manipulation, de coercition et de dépendance financière de la part des demandeurs. » Lucas tressaillit, comme s'il avait été frappé. Le visage de Chloé se vida de ses couleurs. « Ce tribunal, poursuivit la juge, rejette catégoriquement la requête en tutelle. » Je fermai les yeux un instant. Le soulagement me frappa comme un raz-de-marée. Mais alors vint le rebondissement auquel je ne m'attendais pas. La juge Dupuis se pencha en avant. « De plus, ajouta-t-elle, je transmets cette affaire au service de protection des adultes pour examen en tant qu'instance possible de tentative d'exploitation financière des personnes âgées. » La bouche de Lucas s'ouvrit. « Quoi ?» lâcha-t-il, avant que son avocat ne siffle. « Ne parlez pas. » Mais c'était trop tard. La juge tourna un regard froid vers lui. « Vous avez déposé une requête malveillante, dit-elle, basée sur de fausses déclarations et des preuves fabriquées. Ce tribunal ne tolère pas cela. » Chloé regarda Lucas avec quelque chose entre la colère et la peur. Pas envers moi, mais envers lui. Pour la première fois, des fissures se formèrent dans leur front uni. La juge saisit son marteau. Cette audience est levée. Clac. L'écho résonna dans la salle d'audience comme le tonnerre. Quand nous sortîmes dehors, l'air sembla lumineux et pur, comme si quelqu'un avait soulevé un poids de 1000 kilos de ma poitrine. Maître Morel me donna une tape sur l'épaule. « Vous l'avez fait, Pierre ?»« Non, corrigeai-je doucement. Nous l'avons fait. » Il sourit. « Respirez. Rentrez chez vous. Reposez-vous. Vous êtes en sécurité maintenant. » En sécurité. C'était un mot qui ne m'avait pas appartenu depuis longtemps. Alors que nous marchions vers le parking, Lucas finit par s'approcher. Il n'avait pas l'air en colère, juste perdu. Un enfant de nouveau, dépouillé de ses excuses. « Papa, dit-il doucement, tu n'étais pas obligé de faire ça. » Je lui fis face complètement. « Non, dis-je, c'est toi qui n'étais pas obligé de faire ça. » Derrière lui, Chloé se tenait rigide, bras croisés, calculant déjà son prochain coup. Mais Lucas avait l'air brisé, ou peut-être simplement révélé. « Je pensais que tu m'aiderais toujours, » murmura-t-il. « Je t'ai aidé, dis-je, pendant des années. Mais au moment où tu as essayé de me retirer ma vie de sous mes pieds, j'ai cessé d'être un père avec un portefeuille. » Il déglutit difficilement. « On ne peut pas arranger ça ?» Je secouai la tête. « Pas tant que tu n'auras pas appris à vivre sans moi, dis-je. »« Pas mon argent, moi. » Ses yeux vacillèrent, mais il ne parla plus. Ils s'éloignèrent séparément. Pas un couple, pas une équipe. Juste deux personnes dont le plan s'était effondré. 3 mois plus tard, ma vie s'était transformée. Je vendis la vieille maison, celle remplie des fantômes de l'obligation, et emménageai dans un appartement ensoleillé près de la Loire. Chaque matin, je marchais jusqu'au café qui connaissait mon nom. Chaque après-midi, je m'occupais du petit jardin de balcon que je n'avais jamais eu le temps d'avoir avant. Je rejoignis un groupe de bénévoles masculins.
Je recommençai à peindre. Je fis des escapades de week-end. Je vécus. Pas pour Lucas, pas pour Chloé, pas pour la culpabilité. Pour moi. Un soir, tandis que le soleil fondait dans l'eau devant ma fenêtre, je réalisais quelque chose. Je n'étais plus en colère, plus en deuil, plus paniqué, plus en train de me préparer au prochain coup. Juste libre. Le genre de liberté que je ne savais pas que les gens de mon âge pouvaient encore devenir. Je pris une toile vierge, la posai sur le chevalet et trempai mon pinceau dans du bleu cobalt. Une nouvelle vie avait besoin de nouvelles couleurs. Alors que le premier trait s'étalait sur la toile, je me souris à moi-même. « Je m'appelle Pierre Dumont », murmurai-je. 70 ans, et pour la première fois, je m'appartiens enfin. Et c'était suffisant. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.